Bon, vous avez remarqué que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le seul qui n'est pas encore parlé. Celui que les moins de 60 ans ne peuvent connaître. Celui qui a connu le monde avant les marées vertes et bien avant les marées vertes. J'ai nommé Dédé Pochon. Bonjour à tous. Alors, le micro sur le menton. Ah, le micro sur le menton. Voilà, si je peux tenir ça comme il faut, hein, André. Bon, eh bien, moi en effet, je suis paysan, mais je suis à la retraite quand même, ça fait 28 ans déjà. Hein. Mais autrement, j'ai fait toute ma carrière dans le métier de paysan. J'ai commencé à l'âge de 4-5 ans à garder les vaches, hein, et garder les corbeaux ensuite, voilà. Bien. Alors, ceci étant dit, je suis quand même fier d'avoir été témoin et acteur de tout le développement qui s'est fait dans nos régions depuis 60 ans maintenant. J'ai commencé jeune, puisque à la ferme, j'étais adhérent à la fameuse jeunesse agricole catholique. Bon, pas prêcher l'évangile, mais on voulait surtout remettre l'agriculture bretonne en route, à sortir du sous-développement. Et puis après, alors t'en fais allusion à ça, André, mais pas toujours en bien, alors que je n'ai pas ton avis là-dessus. Il se trouve que dans les années 54-55, en France, on voit apparaître les fameux CETA, Centres d'études techniques agricoles, qui sont l'initiative des agriculteurs eux-mêmes. On se réunit à 15-17 agriculteurs sur un canton pour mettre tous les mois, réunion tous les mois, pour mettre en commun ce qu'on avait fait dans le mois, les réussites et les échecs, parce qu'on apprend aussi beaucoup des échecs. Hein. Alors tout ça a fonctionné de manière magistrale, puisqu'en Côte d'Armor, il y avait 24 CETA dans les années 60, il y en avait des milliers sur toute la France. Mais, et c'est ça qui a emmené le progrès, par les agriculteurs eux-mêmes. Mais, en 1946 se met en France en place l'Institut national de la recherche agronomique. Ça, c'est la résistance, c'est De Gaulle qui a mis ça en place en 1946. Et il se trouve que ces chercheurs de l'INRA, qui étaient des gens motivés, dévoués, quand ils ont vu cette initiative des agriculteurs dans les CETA, ils ont trouvé une aubaine. Pour une fois que des agriculteurs eux-mêmes se prennent en main, eh bien, il faut travailler avec eux. Et donc s'est instaurée une collaboration très intense entre les chercheurs et les paysans, qui a duré des années et des années. Et c'est cette équipe, agriculteurs d'un côté, chercheurs de l'autre, qui ont amené finalement le progrès dans les campagnes françaises. Mais attention, le progrès, évidemment, dans les 7 ans, on a commencé par l'agronomie, qu'il fallait enrichir le sol pour qu'il produise du phosphore, de la potasse, et qu'il fallait sélectionner un peu les plantes, aussi les animaux. Ici en Bretagne, on avait des animaux, 1500 litres de lait par vache. On a fait venir des Normandes, 5000 litres. Et puis grâce justement aux engrais de fond, comme le scorytoma, le chlorure de potassium, on est passé de 15 quintaux de blé à l'hectare à 30 quintaux, et 60. Donc on a fait déjà un sacré progrès. Mais le principal progrès de l'école, la fameuse révolution foragère, c'est l'herbe. Les chercheurs de l'INRA sont venus dans nos réunions de CETA parce qu'ils venaient sur place. Ils nous ont dit, regardez bien votre vache. C'est un animal extraordinaire. Elle a une barre de coupe à l'avant, un épandeur à l'arrière. Vous la mettez dans un pré, elle fait le travail toute seule. Ah ben dis donc, quand vous entendez ça dans nos réunions de CETA, eh bien, quand vous êtes jeune agriculteur, vous rentrez chez vous en vitesse, vous embrassez votre petite femme et lui dites, ma chérie, un avenir formidable. On fait de l'herbe, les vaches à l'herbe, on n'a plus rien à faire qu'à les regarder et ramasser le produit. Et c'est ça qui a entraîné le progrès ici, en France, mais spécialement en Bretagne. On s'est tous mis à faire de l'herbe à la
place de faire des betteraves, des choux, des rivacas, qu'il fallait piner, récolter, etc. Un travail fou. On a l'herbe, les vaches dans la prairie, on n'a qu'à les regarder. Formidable, non? Et non seulement plus de travail, mais le revenu, le rendement, 3 fois plus. 3 fois plus. On est passé de 1500 litres de lait par vache et de une vache à l'hectare à quasiment 2. Moi j'avais 3 vaches à l'hectare à Saint-Mahieu sur ma petite ferme. Donc vous avez vu, c'est une explosion dans la production laitière, dans nos fermes. Une explosion, carrément une explosion. Et comme à l'époque, la production porcine dépendait directement du lait grémé qui restait sur la ferme, on ne vendait que la crème ou le beurre. Le lait grémé restait là. Pourquoi faire? Pour nourrir les cochons. Et comme on a développé notre production laitière, on a développé en même temps la production porcine. Je vais vous donner un chiffre. Moi j'avais 9 hectares sur ma ferme dans Saint-Mahieu. Et bien je produisais 100 cochons gras par an. Mon père qui avait 25 hectares, il en faisait 12. Il a copié sur moi aussi. Et ces équipes de CETA ont vraiment été le moteur de tout le développement de la région. Dans mon CETA de Corps-les-Murs, ben les gens venaient chez nous, même pour commander leurs semences de prairie. Ça passait par nous. Et etc., etc. On était vraiment le moteur. Les gens venaient nous consulter comment on faisait pour se débrouiller aussi bien. Voilà. Alors ça, je suis fier de ce développement-là, qui a duré jusqu'aux années 64-65. Et c'est pendant cette période qu'on a sorti la Bretagne de son sous-développement et la France de sa sous-alimentation. Pendant ces 10 années. C'est pendant cette période-là. C'est pas après avec le productivisme. C'est donc pendant cette période une agriculture économe, autonome, à force de valeur ajoutée, comme on disait à l'époque. Et alors, malheureusement, mon pauvre André, malheureusement, dans les années 65-70, tout ce développement économe, autonome, à forte valeur ajoutée, il est remplacé par... on abandonne les prairies pour nourrir les vaches, et on le nourrit à place avec quoi? Avec du maïs fourrage et du soja américain. Voilà. Et le maïs fourrage, c'est partout, partout. On n'en parle plus que de maïs fourrage. L'herbe, c'est fini. Moi, j'étais président du CETA de Corlay à l'époque. Si je faisais des réunions du CETA sur autre chose que le maïs fourrage, j'avais plus personne. Surtout sur l'herbe. J'avais plus personne. Et partout, partout, dans toutes les écoles d'agriculture, tous les journaux agricoles, tous les services agricoles de l'État, maïs. Fabuleux maïs, si tu n'es pas là. Ah ben, sacré fabuleux maïs, hein. André, ça a démarré dans les années 70, le maïs. Et bien en 72, catastrophe, déclaré sinistré, l'État pognon, des subventions pour nous permettre d'acheter l'aliment qui nous manquait pour la vache. 72. 73, bonne année. Chaude, un orage au mois de juillet, les brûlages sont bien. Bonne année, ça a marché pour le maïs. C'est bien qu'en 74, là, multiplié encore par 10 quasiment les surfaces en maïs. 74, rebelote, à nouveau, déclaré sinistré, et le pognon, qui nous tombe dessus. 76, rebelote, alors la sécheresse, alors la super subvention, c'était Giscard, on appelait ça la prime Giscard, et puis vous avez payé les impôts, l'impôt Giscard, pour nous donner de l'argent pour payer pour le maïs qu'on n'a pas pu récolter. Et ça a duré comme ça, une année sur deux, pendant jusqu'en 92, où le maïs est subventionné tous les ans. Tous les ans. Actuellement, c'est 400 € par hectare de maïs. Mais maintenant, c'est tous les hectares, ils ont 400 €. Alors voilà, donc basculement dans le productivisme. Et donc, remplacer l'herbe par le maïs ouvrage, et les cochons qui sont nourris à la ferme avec le lait grémé, et puis les récoltes de la ferme, et bien tout ça va basculer dans l'élevage industriel de porc, qu'on appelle l'élevage hors sol. Et donc, on va abandonner nos cochons faits avec les laits grémés, et puis les betteraves de la ferme, les céréales de la ferme, pour acheter de l'aliment, et puis développer la production. Et pire que tout,
Alors que jusque-là, on logeait nos animaux, nos cochons, sur de la litière, de la paille, modèle danois, porcherie danoise partout. Et bien là, alors, ça arrive le modèle hollandais, de caillebotis intégral. Donc c'est le fameux lisier qu'on connaît aujourd'hui. Et quand ce lisier arrive, emmené par notre ami Alexis Gourvenec là-bas en Vec, et bien évidemment on est allé le voir, mes copains du CETA de Corlay, ils ont vu ça, magistral, n'a plus rien à faire. Dans le quart au retour, caillebotis intégral. Et donc tout le développement de la pollution porcine a basculé dans la pollution bâtiment sur lisier. Et ça a aggravé la situation. C'est pas de ma faute. Si, un peu ta faute. Le maïs fourrage avait aggravé complètement la situation. Faut que vous sachiez que l'arrivée des algues vertes coïncide avec l'arrivée du maïs fourrage. Attention. Hein. Et donc le fameux cochon fait en quantité astronomique. Puisque quand tu fais ça sur lisier, tu peux entasser des cochons. Vous savez qu'ils ont 0,6 m² par cochon, je crois. Ils sont entassés dans la porcherie. Donc tu fais un bâtiment, tu fais des quantités de cochons astronomiques. Et sur lisier, et ce fameux lisier, catastrophe pour l'environnement. C'est bourré d'azote, et l'azote du lisier, c'est comme l'ammonitrate, c'est des azotes qu'on appelle des nitriques, et il est lessivé tout de suite. Il n'est pas retenu par le sol. Vous êtes pendu du lisier en fin de journée aujourd'hui, il y a une nuit de pluie, le lendemain matin, tout déjà dans la rivière et dans les nappes phréatiques. Alors ça a aggravé considérablement la situation. Et finalement, d'une bonne situation économique, sociale et environnementale, vous parliez des nitrates dans l'eau tout à l'heure. Moi j'ai les chiffres du département des Côtes-du-Nord. 2 mg au litre d'eau. 2 mg de nitrate. C'est pas 40. En quelle année? Eh bien, dans les années 60. Hein, à la fin de notre modèle économe autonome. C'est ça qu'on avait. Et évidemment, il n'y avait pas d'aigle verte. Alors, tout ça va basculer. Mais, en une année ou deux, basculer dans le productivisme avec l'arrivée du maïs fourrage d'un côté et donc de la pollution porcine subsidiée de l'autre. Hein, et puis, tout ce qu'on s'ensuit autrement, l'agrandissement des fermes et tout ça. Et c'est un basculement rapide qui est dû à la propagande des Américains pour nous vendre leur soja. Eh bien évidemment, ils ont poussé au modèle productiviste, bien sûr. Hein. Mais c'est dû surtout à la fameuse politique agricole. Moi, je ne parle pas du plan Marshall, je parle de la politique agricole commune qui démarre en 62. Et cette politique agricole change tout, puisqu'elle garantit nos prix. Jusqu'à là, le paysan, il produit pour le marché. Ici, on produit trop, les cours baissent. Pensez, les cours montent. On est dépendant du marché. Mais on est prudent. Fais attention quand même de ne pas développer trop la production. Petite anecdote en passant, dans notre CETA de Corlay, là, évidemment, on avait augmenté considérablement la production laitière et porcine, mais liée au sol, dans nos fermes. Eh bien, figure-toi, André, figure-toi, un jour, je sors dans la messe à Corlay, on y allait encore tous les dimanches. À la messe, ça? Oui, non, mais à l'époque, on allait tous les dimanches à la messe. Il y avait plein de monde sur la place. Eh bien, je me fais prendre au colbac comme ça. Là. Tu nous fous dedans, comme dit. Tu nous fous dedans. Qui c'est qui disait ça? Un ancien paysan qui avait encore le sens de l'économie et qui me disait tu nous fous dedans parce que j'étais le président du CETA, la chemie ouvrière, et en développant la production comme on le faisait dans nos exploitations, on avait multiplié par 3 notre production laitière et par 3 de production porcine, ben tu vas faire baisser les cours et mettre tous les paysans dans la merde. Tu nous fous dedans. Et il se trompait parce que l'année après, la politique agricole se met en place, et les prix désormais sont garantis tous les ans à Bruxelles, tous les ans en augmentation. Discussion toute la nuit, les Allemands freinent, les Français veulent de monter encore plus, mais le résultat de l'opération, tous les ans, il y a une augmentation. Alors ça va changer tout. C'est la voie ouverte, d'abord la spécialisation. Jusque-là, on produit un peu de tout, on marche sur plusieurs pieds. S'il y a une production qui baisse, l'autre, on s'en sortira. Ici, plus de problème. Les céréales sont garanties, le lait est garanti,
Le prix de la viande est garanti, tout est garanti. Donc la voie est ouverte à produire tout ce qu'on veut, n'importe où, n'importe comment, et donc la voie est ouverte à la spécialisation des exploitations. La Beauce abandonne toutes les vaches, il faut que des céréales, et nous ici, en Bretagne, eh bien, on va faire que la pollution animale, et encore, on va se spécialiser. Il y a des fermes qui vont faire que des cochons, d'autres qui vont faire que de la volaille, d'autres qui vont faire que des vaches laitières. Même au Stade Corlay, ça se divise comme ça. Bon. C'est une spécialisation qui n'est pas une bonne méthode. C'est contraire à l'agronomie, ça. Pour que ça marche, il faut la polyculture élevage. On fait la pollution végétale et la pollution animale. L'équilibre sol-plan d'animaux, c'est ce que disent les chercheurs de l'INRA. C'est à respecter primordial. L'équilibre sol-plan d'animaux. Le sol fait pousser les plantes nourrissent les animaux, et les déjections des animaux retournent nourrir le sol. C'est une vérité internationale. On ne développera pas l'agriculture sans cette démarche équilibrée. Bon. Alors voilà, le nouveau système se met en route. Moi, j'ai assisté à ça à l'intérieur de mon CETA. Hein. Les gens, ils ont 50 truies et se engraisseurs, considérés comme la panacée. Un beau jour, on apprend qu'un tel là-bas, ici, pas loin, à Tréveneuve, il a paraît-il 100 truies. Voyage à Tréveneuve, on découvre les 100 truies, on retourne dans le cas, si on ne veut pas si on veut pas lui, on va dépasser. Donc tout le monde passe à 100 truies. 2 ans après, on apprend que notre ami, cher ami, Alexis, là-bas en Bec, il avait, paraît-il, 500 truies. Voyage de CETA chez Gourmenec, on découvre les 500 truies, on découvre le caillobotus intégral, et on retourne dans le cas, si on ne fait pas comme Alexis, on va être dépassé. Et donc tout le monde se met à doubler, tous les ans, doubler la pollution de porc. Et alors apparaît évidemment les histoires de pollution. On s'attend que cette merde aille pendre sur ton champ, et en plus sur le maïs, parce que le fameux maïs, pourquoi il pollue tant? Pour plusieurs raisons, mais celle-là déjà, le maïs c'est une plante qui ne verse pas. Vous lui mettez tant que vous voulez d'azote, ça ne bouge pas. Il a des racines, je ne sais pas si vous avez vu. Par contre, une récolte de céréales, du blé, vous mettez trop d'azote, ça verse, c'est pire que tout. Mais le maïs, non. Donc c'est devenu un dépotoir à lisier. Parce qu'en développant la pollution porcine, il y a la merde partout. Il faut savoir ce qu'on fait. Il s'est pendu. Il ne faut pas les prendre trop sur le blé, puisqu'elle va verser. Sur les pâtures non plus, parce que ça peut contaminer les bêtes. Il va où sur le maïs? Les champs noirs de lisier, pendant des années et des années. Maintenant, il y a des réglementations, mais il y a encore des champs qui sont noirs de lisier. C'est un dépotoir lisier. Alors voilà tout le nouveau système qui se met en route, doublement des élevages tous les ans, sur caillobotus intégral, développement exagéré de la production de maïs fourrage. Vous allez regarder autour de vous, même encore aujourd'hui. Hein. Principalement de ça. Développement du maïs d'un côté, développement de la production porcine et même avicole, des poulets, etc., sur lisier. Maïs plus lisier, algues vertes assurées. Il faut sortir de ça. Il faut revenir à un modèle économe, autonome, on fait des animaux, mais à partir du sol, dans la ferme, et puis on fait la production laitière à partir des prairies. Et des prairies à base de trait blanc. Hein. Celle que j'ai mis en place, que mon bouquin est à vendre. Hein. Voilà. Alors, bon, vous voyez, les algues vertes, ce n'est pas uniquement la réglementation. On va faire de nouvelles réglementations, 6e programme d'action, etc. Hein. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Il y a toujours autant d'algues vertes. Non, il faut changer complètement de modèle. Il faut arrêter de nourrir ces vaches du maïs fourrage, il faut arrêter de loger ces cochons sur caillobotus intégral. Alors moi-même, j'ai fait une proposition, puisque je fais partie du fameux comité régional algues vertes, avec le préfet. J'ai fait la proposition d'arrêter de subventionner le maïs fourrage. Et j'ai fait une deuxième proposition, qu'on n'autorise plus aucune porcherie sur caillobotus intégral. Les seules porcheries autorisées sur litière, point final. Alors j'ai fait cette proposition, elle n'a même pas été mise en débat. Hein, voilà, j'ai écrit au préfet pour respecter. Bon, dans le compte rendu, ça y est, heureusement. Et voilà, c'est là le problème. Hein. Il
faut changer de modèle, il faut revenir à ce qu'on a fait après la guerre dans les années 50-60, dans lesquelles on a sorti la Bretagne de son tout développement. Il faut revenir à ça. Voilà. Bien, mon micro est toujours parti. Mais ils entendent quand même le huche tellement fort. Il y a plein de personnes qui ont des questions à te poser. Ah oui, voilà. Bon, ben voilà, c'est dit le mot principal. Maintenant, s'il y a des questions, on répondra. Bon, merci. Bon, vous avez compris que toutes les personnes qui sont là sont donc auteurs de livres et que les livres sont à vendre dans la maison de la Grève. Si vous ne le saviez pas, bien évidemment. Vous l'avez cherché avant ou Non, je ne l'ai pas cherché, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais vous n'êtes pas tombé dessus. Mais je ne suis pas tombée dessus. Et aujourd'hui, je pouvais tomber dessus. Et je me suis dit, vous faites quoi à Lamballe? Alors, j'habite juste à Lamballe. C'est suffit de la définir, monsieur, ou quoi? Peut-être, à savoir. Le problème du métal aussi, c'est que... Nettoyer très bien les algamères. Allez, 1, 2, 3 et 4. Il y a longtemps, il est né tout là-bas, dans le pays de Gironde. Sa vieille côte débordée de bois, allait comme un peu ronde. La pêche faisait ses frères, tout le long de l'Espère. À Caracas, c'est son nom, comme une légende qui fleuront. C'est une cigogne d'un pays de cocagne, rôdant sur la mer de Bretagne. Étant bien net et tout vêtu de vert, ce femme s'est bordé. Il semble encore vouloir murmurer que c'est toujours l'été. Rouge il est son pont, comme une lame de fond. À Caracas c'est son nom, comme une légende qui fleuront. C'est une cigogne au pays de cocagne, voguant sur la mer de Bretagne. Et voyez donc le panneau de fond, descend des eaux carrées. Les braves gens, moi je vous en supplie, ne pincez pas le nez à ces auteurs des hymnes au centre maritime. À Caracas c'est son nom, comme une légende qui fleure bon. C'est une cigogne d'un pays de cocagne, voguant sur la mer de Bretagne. Planté comme un arbre droit comme il faut, de son mât de bois. Et quand vous regardez vers le haut, vous fait trembler d'effroi. Pointu et ça te peut, mais qu'en chaloupe, à Caracas c'est son nom, comme une légende qui fleuront. C'est une cigogne d'un pays de cocagne, voguant sur la mer de Bretagne. Et le jeune capitaine qui le mène, il a les yeux malins. Et jusque dans le plus profond de son cœur, il est toujours marin. Même si parfois la nuit, on s'enivre au whisky. À Caracas c'est son nom, comme une légende qui fleure bon. C'est une cigogne d'un pays de cocagne, voguant sur la mer de Bretagne. Dans les eaux calmes de l'anse du Yodet, il tire sur sa chaîne, regardant tristement vers le quai. Si le matelot s'amène, il attend la marée. Paris a déhalé, à Caracas c'est son nom, comme
une légion de Giflerbon. C'est une cigogne de pays de Cocagne, voguant sur la mer de Bretagne. Acclame son nom, comme une légion de Giflerbon. C'est une cigogne de pays de Cocagne, voguant sur la mer de Bretagne. Radio Crazy Braze, une radio bilingue du centre-Bretagne. On aime bien raconter notre collaboration entre moi qui travaille pour un média national, France Culture, et Morgane qui travaille toujours pour un média micro-local. Comment on a réussi à articuler nos deux médias pour enquêter sur l'agroalimentaire en Bretagne. Et voilà, bon, c'est une version un peu raccourcie parce que des fois on peut prendre plusieurs heures pour raconter cette collaboration. Mais moi j'ai commencé, je suis pas journaliste de formation, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai fait une école de cinéma en spécialisation documentaire. Il y a du vent dans le micro, il faudrait une bonnette, une bonnette anti-vent, il n'y a pas ça. Et alors je peux me tourner un peu peut-être. Voilà, comme ça c'est mieux. Et donc c'est suite à une maladie qu'a contracté ma mère quand j'étais adolescente, qui avait des symptômes vraiment étranges comme des pertes de mémoire, une grande fatigue, des problèmes d'élocution, des interversions de mots. Aïe aïe aïe. Ça va ? Ok, ah super. C'est suite à cette maladie et son errance médicale, parce qu'elle a trouvé personne en France qui a su diagnostiquer sa maladie, et on l'a plutôt orientée vers la psychiatrie, que je me suis intéressée au lien entre l'environnement et la santé, parce que elle a fini par découvrir au bout de 10 ans de recherche qu'elle était intoxiquée par des métaux lourds, et notamment par du mercure présent dans les amalgames dentaires. Mais bon, les métaux lourds, on voit qu'il y en a partout, parce que là, dernièrement, il y a un article de Ouest France qui a montré que les dauphins ici dans la mer, ils sont hyper contaminés par le mercure aussi. Et en fait, suite à ça, ça m'a donné envie de faire de l'enquête sur ces sujets de santé environnementale. Et c'est comme ça que j'arrivais pas à trouver des financements dans le cinéma pour proposer cette enquête. Donc j'ai proposé à France Culture, pour une émission qui s'appelait à l'époque Sur les Docs, qui a tout de suite été preneuse du sujet. C'était en 2008, c'est une émission qui s'appelle Les Mercuriens. Et à partir de là, j'ai continué à faire de la radio sur les sujets environnementaux. Je suis allée ensuite à travailler pour Là-bas si j'y suis sur France Inter, puis pour Les Pieds sur Terre sur France Culture. Et en gros, mon rythme de travail pour Les Pieds sur Terre, c'est de faire une demi-heure d'émission par mois à peu près. Donc du documentaire radio assez élaboré. Et voilà, et je viens d'un milieu pas du tout agricole, je suis née dans le Maine-et-Loire. Voilà, une partie de ma famille, tous mes cousins, du côté de ma mère, tout le monde est ouvrier, donc plutôt un milieu ouvrier. Et petit à petit, en continuant de fil en aiguille à étudier ces sujets, je me suis intéressée au monde agricole en fait, via les pesticides et via Triskalia et la vaste contamination par les insecticides qu'il y a eu à Triskalia. Et en enquêtant sur Triskalia, je me suis aperçue que j'arriverais jamais à avoir tous les témoignages dont j'avais besoin en restant à Paris. Ça faisait 10 ans que j'étais à Paris quasiment. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vienne m'installer en Bretagne, quoi, pour vraiment nouer des rapports de confiance avec les agriculteurs qui travaillent pour ce groupe agroalimentaire. Et donc je suis venue m'installer en centre-Bretagne parce que dans un village qui s'appelle Melpestivien, parce que j'avais des amis qui pouvaient me prêter une maison de vacances. Moi j'aurais adoré m'installer dans un gros bassin porcin, genre Lamballe, ou c'était mon rêve. Ou bien à Guingamp, quoi. Mais bon, voilà, je me suis retrouvée en fait à côté de Trémargat. Donc dans une zone hyper alternative, où il y a plein de contre-pouvoirs et tout. Et pour moi, ça a été, pendant les premiers mois, j'enquêtais pas parce qu'il y avait tellement d'expériences alternatives autour de moi que je passais mon temps à faire des émissions sur des gens qui font de l'agriculture autrement, qui font de la politique autrement, qui s'organisent autrement dans leur village et tout ça.
Et je découvrais tous ces sujets, tous ces personnages. J'avais l'impression d'arriver dans une terre qui n'avait jamais été explorée par d'autres journalistes. J'étais à 9 km de RKB en fait, qui est à Saint-Nicodème. Mais j'ai jamais pensé à aller faire un tour à RKB parce que pour moi c'était une radio en breton. Et j'ai jamais entendu parler de Morgane Large. Donc pendant 1 an, ouais, c'est incroyable. Ah, vraiment, c'est sidérant. J'ai enquêté pas mal. Après, je me suis mise quand même pas mal à enquêter sur Glomel. C'est la ville où elle habite, où il y a un énorme centre de stockage de bidons de pesticides qui appartient à Triskalia. Triskalia, c'est le premier groupe agroalimentaire en Bretagne. Donc j'ai enquêté sur cette commune. Bah voilà, j'ai toujours pas entendu parler d'elle. Pourtant, elle était conseillère municipale. Et puis aussi, parmi les sujets que j'ai découverts sur place, il y avait les algues vertes. Et mon enquête a démarré parce que j'ai un peu découvert par hasard qu'il y avait des morts des algues vertes. Enfin, j'avais jamais entendu parler de ça. Et par un échange avec la préfecture des Côtes-d'Armor que j'ai appelé, à qui j'ai dit mais est-ce que je pourrais avoir un entretien avec un représentant de la préfecture pour parler des morts des algues vertes, et notamment je m'intéresse à l'affaire des sangliers. Et là on m'a dit ah non mais madame, là vous faites erreur, il n'y a pas de lien entre des morts et des algues vertes quoi. Jamais personne ne pourra prouver ça. Donc moi j'ai dit super, très bien, on peut prendre rendez-vous pour que vous m'expliquiez ça. Et on m'a répondu non. Donc j'ai demandé mais pourquoi? Et on m'a répondu parce que. Donc j'ai dit d'accord, mais vous êtes qui exactement? Le directeur de la communication. D'accord. Vous vous appelez comment? Frédéric Maignan, mais je vous préviens, si vous publiez cet entretien en mettant mon nom, je vous attaquerai en diffamation. Je me suis dit bon très bien, il faut vraiment, faut que je fasse une enquête quoi. Il n'y avait pas une meilleure introduction en fait. Et voilà. Je passe le micro à Morgane. Voilà. Merci. Alors moi, à la différence d'Inès, je viens du monde agricole. Dans le centre-Bretagne, j'ai des parents qui se sont installés en agriculture en 76, qui venaient pas du monde paysan, mais qui n'étaient pas dans une démarche baba cool. On disait c'est des babas, mais ils sont pas cool du tout, parce qu'on bossait vachement en fait. Nous, les enfants, on était 6 enfants sur la ferme. Et mes parents, par contre, faisaient du lait, ils avaient des vaches laitières, et ils ont toujours maintenu une activité de vente directe. Ce qui était assez atypique à l'époque où tout le monde arrêtait la vente directe. Et je suis venue par hasard à la presse par un remplacement en correspondante locale sur un hebdo. Ensuite, il y a eu une place qui s'est libérée. Je suis désolée, mais on est assez sensibles au son toutes les deux, Inès et moi. Et là, ça résonne, je vais changer de micro. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on n'arrête pas d'être gêné par ça, en fait. Et donc, je me retrouve à travailler dans une radio qui s'appelle RKB, qui travaille pour beaucoup en breton. Petite radio, très locale. Je dois produire pas mal d'émissions, beaucoup plus qu'Inès. Moi, je dois produire en ce moment là 34 minutes quotidiennes d'émissions. Après, je fais aussi des agendas, je fais aussi la météo s'il faut faire la météo, les petites annonces, les offres d'emploi, animer des débats. Je peux aller aussi remettre le courant dans les châteaux d'eau quand ça tombe en panne. Enfin, c'est tout un programme. Et lorsqu'on travaille dans ce type de médias, quand même, ce qu'on nous demande, c'est de faire un peu une radio ou d'être un journaliste qui ferait. D'ailleurs, je suis pas journaliste, je suis animatrice technicienne de réalisation. Comme ça, on est payé un peu moins cher. Et puis, c'est tellement générique qu'on peut faire tout. Et donc, on nous demande de faire de l'agenda un peu amélioré, quoi. Mais de surtout pas aller dans des sujets polémiques, quoi. Parce que on est dépendant des subventions, on est dépendant de plein de trucs. Et d'ailleurs, toutes les collectivités territoriales ont très bien compris le truc, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'on est un organe de communication pour la mairie, pour la communauté de communes, pour tout en fait. Et dès qu'on ne va pas dans le sens de ce qu'on nous a dit, ça se passe très mal.
Et alors moi, donc on m'a demandé de faire plutôt de la com, quoi. Voilà, un peu de l'office du tourisme en disant que tout était bien, que l'eau était bien tiède, qu'il n'y avait rien qui brûlait, rien qui piquait. Enfin. Et je m'intéressais déjà beaucoup à l'écologie, j'aime beaucoup l'ornithologie, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai du mal à vous regarder, parce que je suis tellement attirée par ce qui se passe là-bas, on ne vit pas dans ce genre de paysage par chez moi. Du fait que mes parents étaient dans le monde agricole, j'avais vu mes parents pester sur les premiers qui cassaient des talus, aller voir un jeune voisin pour lui dire mais enfin, mais pourquoi t'as mis par terre ce chemin creux là? Mais quand tu auras une copine et que tu auras envie de lui faire une déclaration d'amour, tu iras lui faire ta déclaration d'amour dans un champ de 5 hectares, là au milieu de nulle part, enfin. Et donc je voyais moi que le rouleau compresseur de l'agriculture intensive continuait très librement. Et je voyais pas très bien à mon échelle comment je pouvais faire quelque chose, mais en attendant, je me disais bah non, je suis dans une radio locale, je peux pas faire grand chose. Et puis petit à petit, je m'attelle plutôt à faire un travail en fait patrimonial. C'est-à-dire que je vais voir pas mal d'anciens. Je fais un travail avec des gens qui sont naturalistes. J'ai été beaucoup aidée par Pascal Bourdon, qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu en Bretagne, Emmanuel Holder aussi. Et on lance une série d'émissions où à chaque fois on commence par une espèce d'inventaire du patrimoine autrefois avec des anciens. Alors les anciens, ils étaient tous cultivateurs. En Centre-Bretagne, personne n'était exploitant agricole ou agriculteur, ils se disaient tous cultivateurs, c'est assez étonnant. J'ai passé des après-midi avec des anciens qui connaissaient hyper bien les oiseaux, hyper bien toutes les plantes sauvages, hyper bien les arbres, qui savaient à quelle date le courlis arrivait niché dans les Landes à Saint-Nicodème. Enfin, c'est fou, quoi. Aujourd'hui, allez demander à un agriculteur le nom des plantes sauvages, un jeune agriculteur, vous allez être surpris. Et ce travail, en fait, je le faisais d'une manière très confidentielle, puisque j'avais pas de retour sur mes émissions pratiquement. Sauf la radio qui me disait tu nous emmerdes avec tes oiseaux là et ton machin. Je ramenais de la merde dans la radio sous mes chaussures. Voilà. Et puis je commence quand même à suivre et les gens qui ont des démarches en agriculture un peu atypiques, et aussi les gens qui commencent à mener des combats sur des projets un peu plus surdimensionnés que les autres. Et je pense par exemple à la porcherie de Trébrivant. Dès lors qu'on commence à la radio à parler de la porcherie de Trébrivant et à donner la parole aux opposants de la porcherie, cette porcherie donc, qui s'est installée au final à Trébrivant, dans l'heure, le maire de Trébrivant téléphone pour dire que la subvention communale, qui devait être de 50 €, c'est pas des grosses sommes, c'était terminé. Pour la radio. C'est-à-dire que, voilà, plus je donnais la parole aussi à ces causes, et plus je mettais en péril l'équilibre économique d'une petite radio associative locale qui, comme toutes les associations, souffre. Ensuite arrive l'histoire du cavalier. Je pense à Saint-Michel-en-Grève en 2009. J'avais un peu de temps, je commençais à mettre en place aussi des méthodes un peu plus professionnelles, et j'avais le matériel qu'il fallait pour enregistrer pratiquement toutes mes conversations téléphoniques. Parce qu'autrefois, quand on allait faire une interview, on prenait d'autres enregistreurs, mais tout le travail téléphonique qui avait été fait avant n'était pas enregistré. Or, il se passait énormément de choses dans ces moments téléphoniques-là. Voire même se faire raccrocher au nez, qui est quelque chose qui est très parlant pour moi. Et j'essaye de trouver des gens qui auraient été un peu témoins de l'accident. J'essaye de contacter le cavalier qui m'a pas rappelé. Je contacte l'hôpital de Lannion qui me donne pas l'urgentiste au téléphone, qui n'a jamais voulu me le donner. Je savais que c'était un urgentiste, mais je connais pas, c'est pas son nom. Enfin, c'était très compliqué pour moi, et je mettais ça aussi sur le fait que je travaillais pour un média local et que les gens n'en ont rien à faire des médias locaux, quoi. Et puis j'apprends qu'une journaliste de quelques années plus tard, je continue à travailler, puis un jour on me dit oh là là, il y a une journaliste de France Culture qui s'installe à Melpestivien. Je dis oh super, c'est bien. Je crois que je loupe le premier journal breton, je tombe sur un autre journal breton par hasard un jour,
Et je rigole parce que je me disais, tiens, c'est marrant, elle porte un regard assez étonnant, mais plutôt sociologique sur en fait un peu les derniers des Mohicans qui sont en Centre-Bretagne, quoi. Parce qu'on est, vous êtes sur la côte, il y a beaucoup de monde, vous êtes près d'une grande ville, Saint-Brieuc, mais nous, c'est le désert, hein, là-bas, en Centre-Bretagne, il faut se rendre compte de ça, hein. Et puis, après, il y a des gens, justement, Pascal Bourdon, qui me dit la journaliste de France Culture, t'as entendu son dernier journal breton? Je dis non, j'ai pas entendu. Elle a été voir la mère à l'eau. La mère à l'eau, c'est une dame qui a des poulaillers industriels énormes, ça se compte en centaines de milliers de poulets. Et elle me dit, elle demandait à la mère à l'eau si elle aimait ses poules. Et donc... Et là, Pascal Bourdon, il me regarde et il me dit, toi, tu peux pas demander un truc comme ça, la mère à l'eau, elle va savoir que tu te fous de sa gueule. Enfin, c'est évident. Donc voilà, je suis super amusée, en fait. Et je me dis, ouais, c'est rigolo ce qu'elle fait, quoi. Mais je trouvais pas que ça avait un poids si énorme que ça. Et puis après, je tombe par hasard, là, je tombe vraiment dessus, sur l'émission sur les algues vertes. Et là, d'habitude, quand j'écoute la radio, j'arrive à faire quelque chose d'autre en même temps. Là, c'était fini. Hein. J'étais assise à côté du poste. Et en fait, j'entendais l'enquête parfaite sur les algues vertes que j'avais pas réussi à faire en 2009. Avec absolument. Puis je me dis, ouais, bon, elle a cet interlocuteur-là, mais bon, sûrement qu'elle n'a pas dû remonter vers l'urgentiste de Lannion. Et paf, j'entends l'urgentiste de Lannion. Enfin, j'étais épatée. Et on s'était toujours pas rencontrés. En fait, quelques temps plus tard, moi déjà j'enquête 7 ans après Morgane, donc les paroles se sont déliées depuis, parce que mes enquêtes sur les algues vertes, je les ai fait en 2016, ça fait donc 7 ans qu'il n'y a pas eu de mort humaine et 5 ans qu'il n'y a pas eu de mort animale recensée, quoi, dans les algues vertes. Et en fait, il y a une association qui lutte justement contre la maternité porcine de Trébrivant, qui m'invite à aller diffuser dans un petit village, dans le village de Trébrivant. Et là, c'est eux en fait qui m'ont permis de rencontrer Morgane, parce qu'ils lui ont demandé si elle voulait bien modérer l'entretien avec moi. Et j'ai dit non. Et elle a refusé, mais elle était présente dans le public. Ouais, j'ai dit non parce que je savais pas ce que j'allais faire, je connaissais pas Inès, je trouvais que ses enquêtes étaient parfaites, je me dis mais je ne sers à rien, non, je vais aller écouter ce qu'elle a à dire, mais je vois pas ce que je vais pouvoir modérer, quoi. Et on commence à discuter, et elle me propose, ou on décide de se retrouver une fois à RKB pour qu'elle me fasse écouter des sons, ses émissions, etc. Et donc quelques temps plus tard, je vais à 9 km de chez moi dans les bureaux d'RKB. Et là, elle sort ses disques durs, on écoute plein d'archives de Morgane, et en fait, pour moi, c'est un peu la boîte de Pandore, quoi. J'en reviens pas du fond patrimonial, des archives, de toutes ces voix qu'elle a enregistrées, qui racontent aussi l'évolution du paysage en Centre-Bretagne. Et notamment, il y a plein de personnes que moi j'ai enregistrées, je croyais que j'étais en train de le faire pour la première fois en 2015-2016, mais qui ont déjà été enregistrées bien des années auparavant par Morgane, donc je peux écouter quand elles étaient plus jeunes. Enfin bon, voilà. Et puis, en fait, pour moi, c'est vraiment un moment important parce que je me sentais seule. J'avais décidé complètement seule d'aller en Centre-Bretagne. J'étais pas forcément très appuyée par ma rédaction. J'avais pas de collègues que l'agroalimentaire ça intéressait. J'étais pas sûre de mes analyses, de mes points de vue. Enfin, je l'ai confrontée à des gens que je rencontrais, mais en fait, il y avait plein de gens, et notamment mes voisins agriculteurs intensifs, parce que j'habitais sur la commune de Melpestiguen, qui, même si elle était dans un tissu, cette commune au milieu d'un tissu assez alternatif, c'est une commune assez conventionnelle, j'étais entourée par des élevages intensifs, et les éleveurs, ils voulaient pas me parler, quoi. Au départ, les portes étaient fermées. Et là, avec Morgane, je tombe sur quelqu'un qui connaît parfaitement le sujet, et avec qui je peux échanger très précisément sur ces sujets, qui a des analyses hyper pertinentes à me livrer. Donc c'est une rencontre cruciale, quoi. Est-ce que je peux ajouter ? Parce que moi, au fil du temps aussi de mon travail, alors moi j'ai des parents qui m'ont pas laissé faire des études agricoles, c'est pas très grave.
Seulement, je me suis rendu compte qu'il fallait que, en tant que journaliste, déjà on est assez mal vu, mais alors pour aller sur le terrain, pour justement, comme le dit Inès, c'est un peu compliqué parfois de parler aux agriculteurs. Il y a deux milieux qui étaient durs pour moi à aborder, c'est la chasse et l'agriculture. Donc moi j'ai passé mon permis de chasse en premier. Et là c'était super parce qu'en fait quand on me disait oh mais vous êtes écolo, je dis oh, non je suis pas écolo, moi j'ai mon permis de chasse. Donc j'ai pu aborder un monde qui est hyper secret en fait. Et c'est des gens qui se parlent entre eux de choses qu'ils connaissent eux, avec un vocabulaire qui leur est propre, et on comprend rien en fait. On comprend pas que la chasse c'est le jeudi et le dimanche, on comprend pas comment ça se déroule une battue, on comprend même la législation, c'était très secret quoi. Et ensuite je suis allée passer un diplôme. Je suis allée passer un diplôme agricole, j'ai fait un BPREA, j'ai arrêté la radio pendant 1 an pour faire un brevet de responsable d'exploitation agricole. Parce que je me sentais un peu trop... Je sentais que j'avais des connaissances qui étaient beaucoup trop empiriques et pas assez théoriques dans le domaine agricole. Et que le fait d'être fille de paysan suffisait pas en fait à faire en sorte que je puisse continuer à... Il y a un bruit pénible, non? Regarde le câble peut-être. Cette exagération-là. Oui, c'est trop quoi. Et le chien, mais le chien. Les chiens, il est mort. Oui, mais c'était pas les salves. Ah non, c'était pas les salves. On a dit le cheval non plus. C'était pas les salves. Ah non, il faut pas exagérer. Il y a même des études scientifiques qui nous disent que c'était pas les salves qui sont tués les conducteurs des tracteurs. Ah non, il faut pas exagérer quoi. Et les autorités, ils ferment les plages pour notre bien. Ah oui, pour nous protéger, bien sûr. Comme ça, on est en sécurité. Tout va bien. Tout va bien. Les joggeurs. Il est mort, mais c'était pas les salves non plus. Non. Ah non, il faut pas exagérer. Tout va bien. Et nos enfants, ils vont bien, bien, nos enfants. Ils vont bien, nos enfants. Ah oui, ils vont bien. Ah bah oui. On peut respirer bien. Il ne faut pas oublier non plus que l'agriculture intensive, il nous donne du travail. Oui, on a des belles maisons, des belles voitures. Ah, on peut manger, on est très bien quoi. On peut manger. Ah oui, on peut manger. Alors, il ne faut pas exagérer quoi. Non. C'est que la vie quoi. Hein? Ah ouais, c'est la vie, il ne faut pas exagérer. Hein. Avec les boulots, je peux m'acheter ma jolie voiture. Voilà. Ah oui, c'est pas les salles. Il ne faut pas exagérer, s'il vous plaît. C'est la santé, le travail en plus. Ah oui, le travail, c'est la santé. Tout va bien. Nos enfants, ils vont très bien aussi. Vous va bien. Voilà. Hein? Donc il ne faut pas vraiment exagérer avec les algues. Ah, c'est une exagération. Ah ouais. Non, mais on est bien. On respire. On respire très bien. Bah oui, très bien. Tu vas bien. L'air est sain. C'est pas les algues. Non. Les gens qui ne sont pas convaincus dedans, qui écrivent des livres méchants sur les algues, vous ne pouvez pas les convaincre? Si. Ah non mais qui vient là pour le dire, hein. Vous pouvez le dire qui vient, que c'est pas les salves. Il ne faut pas exagérer. Il y a même des études. Il y a même des études scientifiques. On respire. C'est pas les salves. Il ne faut pas exagérer. On est bien. Ça va bien.
va bien. Mais tout va bien. Il faut pas accélérer, quoi. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Ah, pas d'amalgame. Il faut pas faire des amalgames, quoi. Il faut pas. On est très bien, quoi. Tout va bien. Tout va bien. Nous savons du boulot. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, hein. C'est pas les salles. Appelez les pompiers. Mais non, tout va bien. On y a cru, nous aussi, au progrès. Et pour beaucoup, on en est mort, nous aussi. C'est vrai, on y a cru qu'on allait vivre mieux. Plus de confort, qui disait. Quand ils sont arrivés après la guerre, on les a crus. On leur a fait confiance, ils nous disaient « Fini la terre battue !» Parce que nous, on aimait bien les pilulines de place. Mais tout de même, l'eau courante, l'électricité, le progrès, le confort. Il y a plein de jeunes agriculteurs qui sont partis se former en Amérique. Ils sont revenus avec dans la tête tout bien comment faire pour améliorer le métier. Avec les machines, on allait pouvoir produire plus, distribuer plus pour tout le pays et qu'on pourrait en être fiers. Qu'on pourrait en être fiers et qu'on gagnerait de l'argent et que même au début, ils auraient la gentillesse de nous en prêter. Le temps de s'équiper. Alors, nous, on leur a fait confiance. Et c'est nous-mêmes qui avons cassé nos chemins, nous-mêmes qui avons cassé nos habitudes, abandonné notre savoir-faire. On leur a fait confiance. Nous, on n'a pas pensé à temps qu'il fallait fixer une limite. On n'a pas pensé à temps que c'était un arrangement politique, qu'ils allaient finir par prendre le pouvoir sur toute la ligne de production, toute la ligne. Et quand on a voulu arrêter, c'était trop tard, on était endettés. Non mais faudrait bien finir par en parler là, enfin, de ce désarroi paysan, de cette situation tellement embrouillée, d'agriculteurs saccagés, saccageurs, qu'avons détruit notre terre à coups de pesticides, en tenue de cosmonautes, comme qu'on nous apprenait à le faire au lycée agricole. Et une fois à la retraite, sans avoir eu ni même le temps, ni même l'idée de faire autrement, renouer là, avec notre savoir-faire, avec cet amour de la terre que dans ces dévastations on continuait d'éprouver si fort. Et encore aujourd'hui, nous-mêmes, avec la modestie de se laisser instruire sur l'écologie par des citadins venus sur le tard, instruire sur la biodynamie, instruire sur notre propre cosmos et l'ancienneté de nos gestes, sur tout ce qu'on ne savait même pas savoir avant que les autres y arrivent. Faudrait bien finir par en parler de ces autres, ces industriels intensifs qui se prénomment les amis des cochons, nommés amis de quoi, oui, amis de leur porte-monnaie,
a mis de leur tiroir caisse, oui. Il faudrait bien finir par savoir qu'est-ce qu'on leur dit, nous, aux autres qui arrivent, les enfants qui arrivent dans cette odeur-là, de mort, sur nos plages et sur toute la ligne. Nous, qu'on leur dit, on leur dit, tu vas rien sauver. Tu vas voir les choses mourir, qu'on leur dit. Oui, tu vas les voir mourir, maintenant c'est trop tard. On le sait bien, on ne peut pas faire marche arrière. Tu vas les voir les choses mourir. Mais tu vas pas survivre. Tu vas vivre. Vous allez vivre, qu'on leur dit. Vous allez vivre. Parce que partout, vous allez réinventer les pratiques. Réinventer les habitudes. En coopérant avec ce qu'encore on vit. En prenant soin du vivant partout que tu peux le faire. Dans les interstices du capitalisme, dans les endroits où il n'est pas encore allé voir fourrer son nez, dans les endroits qui n'intéressent pas, qu'il n'est pas venu saccager et abîmer. Allez-y, que je leur dis. Allez-y. Réinventez. Qu'on leur dit. Allez-y. Tout va bien. Tout va bien. Allez, si. Tout va bien. Hein? Tout va bien. 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 Il ne faut pas que ça dise.